Donc, je suis Christophe Guiton, je suis chef de service au Mans et je co-modère cette session avec ma collègue Anne Ardita-Makoshi. Je représente l'association des réanimateurs du secteur privé, qui commence par un sigle que vous connaissez bien, l'ARDS. Et voilà. Très bien. Et donc, pour commencer, on est très content d'accueillir Nicolas Terby de Grenoble, qui va nous parler des effectifs médicaux requis dans les services de MIR. Il va nous faire un état des lieux et nous parler des perspectives. Merci. Merci beaucoup au comité d'organisation. Merci Christophe, merci Anne. Je vais vous montrer un peu plus en détail ce que Gilali avait commencé à évoquer tout à l'heure là, sur les effectifs médicaux et sur le travail notamment qui a été réalisé par le syndicat, mais vous verrez aussi qu'il y a d'autres choses. C'est des conflits d'intérêts qui n'ont rien à voir avec la présentation. En fait, quand on parle d'effectifs médicaux, il faut savoir que derrière ça, ce qui sous-tend en fait la négociation des effectifs médicaux, c'est en partie la qualité de vie au travail et la discipline de réanimation est une discipline qui est particulièrement impactée par le syndrome d'épuisement professionnel avec, vous voyez, dans des revues différentes, dans des travaux différents, des pourcentages d'incidence du burn-out qui varie entre 6 à 45%. Et dans l'étude française, il y avait plus de 46% de syndrome d'épuisement professionnel. Quand on regarde les déterminants de ce syndrome d'épuisement professionnel, il y a les questions organisationnelles et les facteurs organisationnels qui entrent en ligne de compte. Et dans une enquête récente qu'on avait fait avec le syndicat, en fait, dans les facteurs associés à la qualité de vie et au bien-être au travail, eh bien, vous voyez que le fait d'être une femme est moins favorable à la qualité de vie au travail, le fait d'avoir des enfants, mais aussi le fait du nombre de gardes par mois qui rentre en ligne de compte et qui donc, quelque part, est un élément indirect pour dire que possiblement l'effectif des services de réanimation n'est pas suffisant. L'autre chose, c'est, alors, il y a des données de la littérature, mais qui sont discordantes en fait quand on regarde sur la mortalité, si on essaye de regarder l'association entre le nombre de docteurs par lit de réanimation et la mortalité. Il y avait une étude française qui disait qu'il ne fallait pas dépasser 14 lits de réanimation par docteur, ce qui, moi, me paraît assez hallucinant. Et une étude là, anglaise qui dit que c'est une courbe en U, en fait, et quand les praticiens n'ont pas suffisamment d'activité, et ils sont moins bons, et quand, en tout cas, ça dépasse 7,5 patients, ils sont là aussi, la mortalité hospitalière diminue avec toutes les limites qu'on peut avoir à ce type d'études. Notamment sur le modèle anglais, qui n'est pas notre modèle de soins français. Alors, parler des effectifs, c'est parler aussi du temps de travail et de la réglementation. Donc, je ne vais pas vous refaire le code de santé publique, mais en tout cas, le service hebdomadaire d'un praticien hospitalier, c'est 10 demi-journées, sans que la durée de travail ne puisse excéder 48 heures par semaine. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces 48 heures, c'est la borne maximale du travail hebdomadaire et ce n'est pas la borne qui est souhaitable de manière systématique, même si les directions administratives se disent qu'on est là pour travailler 48 heures par semaine et tout ça lissé sur 4 mois. Et on peut avoir un travail en temps continu, on va voir après que c'est dans les évolutions, et Stéphane disait, dans l'enquête du collège, enquête aussi dite de Christophe, il y a un temps de travail continu qui augmente de façon significative dans les différents services. Et de la même façon, ça ne peut pas dépasser 48 heures hebdomadaires. Et on est une des disciplines, avec la médecine d'urgence, avec l'anesthésie-réanimation,
à pouvoir prétendre à ce temps de travail continu, puisque c'est dérogatoire dans les textes. Le praticien peut accomplir sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaire, un temps de travail additionnel qui va générer soit un salaire, soit de la récupération en termes de journée ou du temps de travail additionnel, comme je l'ai dit, qui peut être payé. Et ce temps de travail additionnel, il nécessite d'être contractualisé avec la direction des affaires médicales de chacun des établissements. Alors, il y a des décrets récents, vous les avez vus, sur le statut unique du praticien hospitalier, des décrets qui sont parus en février 2022, qui inscrivent la valence non clinique des praticiens hospitaliers. Donc, c'est quelque part la première fois que cette valence non clinique est reconnue. Et donc, vous voyez, les PH pourront également exercer des valences non cliniques. Il s'agit de la contribution à des travaux d'enseignement et de recherche, de l'exercice de responsabilité institutionnelle ou managériale, de la participation à des travaux collectifs. Et ça, c'est interne à l'établissement. Il y a aussi des activités non cliniques externes à l'établissement, mais qui nécessitent d'avoir des conventions. Et il y a deux types de valences non cliniques. Il y a des valences de droit. C'est à hauteur d'une demi-journée par semaine en moyenne lissée sur le quadrimestre pour les praticiens qui exercent à temps plein. Et puis après, pour les autres praticiens qui n'exercent pas à temps plein, il faut en faire la demande et il y a une décision motivée par la commission médicale d'établissement après avis du chef de service et du chef de groupe. Alors, en 2019, il y a en effet un travail du syndicat qui avait essayé de calculer l'effectif médical, puisque, comme Djilali le disait, il y a dans les ratios paramédicaux, il n'y a pas de ratios médicaux, ce qui pose problème dans la constitution des équipes. Et ce travail avait été initié par Benoît Misset, alors président du syndicat, et puis par Olivier Le Sieur, qui travaille à La Rochelle. Et la proposition qui avait été faite par le syndicat, en partant du principe que la garde comprenait 3 plages et que la journée comprenait 2 plages, qu'on avait estimé qu'on ne pouvait pas, qu'il n'était pas raisonnable de faire plus d'une garde par semaine et plus d'un week-end de garde par mois. Eh bien, en fait, donc juste pour la méthodologie, le décompte du temps de travail était fait en demi-journée et pas en temps continu. C'est un peu la différence. On arrive à la conclusion et au calcul qu'il faut 9 équivalents temps plein pour faire fonctionner une unité de 10 lits de réanimation et 5 lits de surveillance continue adossés à ce service. Ça permet de ne pas générer de temps de travail additionnel, de permettre la continuité des soins et la permanence des soins sans recours à du personnel extérieur. Ce travail avait aussi regardé ce qui était préconisé par les sociétés européennes, et notamment par la société européenne. Alors, c'est un peu différent puisque c'est des lits de gravité intermédiaire de niveau 2, donc qui correspond à peu près à nos malades de réanimation et un peu plus sévères que nos malades d'USC. Ils arrivent à la conclusion qu'il faut 7,1 équivalents temps plein pour 6 à 8 lits. Leur calcul est assez simple. Ils prennent le temps de congé qui est nécessaire, qui est de droit, le temps de formation des médecins. Et donc, en fait, pour 15 lits, on arrive à la même conclusion qui est 9 équivalents temps plein pour ces lits intermédiaires, donc, qui seraient éventuellement superposés. Alors, la justification de cet effectif médical, c'est le fait que la réanimation contribue aussi à la recherche clinique. Et vous voyez, ça, c'est le Comité national de la coordination de la recherche qui évalue les différentes disciplines en termes de spécialisation dans la production scientifique et de citation des éléments. Et vous voyez que la médecine intensive réanimation ou la réanimation au sens large se trouve en haut à droite, ce qui montre qu'à la fois il y a une production scientifique de niveau et de qualité élevée, mais également qui est très bien reconnue sur le plan international. L'autre chose, c'est que l'activité professionnelle
des médecins de réanimation est souvent une activité qui est transversale. De fait, notre discipline nous amène à être en responsabilité dans l'hôpital dans un certain nombre de commissions transversales. Et donc, vous voyez dans l'enquête sur la qualité de vie qu'avait fait le syndicat, près de la moitié des médecins réanimateurs participent à l'activité transversale hospitalière. Et donc, cette activité, elle justifie aussi l'effectif qui était présenté par le syndicat. Quand on regarde l'enquête démographique qu'a fait le collège, donc l'enquête de Christophe, vous voyez que finalement, on se retrouve avec un nombre de lits médians dans nos services de réanimation qui est autour de 12. Et si on regarde les USC, on est autour de 6 lits à peu près. Donc, on est sur cette conformation qu'avait préposé le syndicat, c'est-à-dire 10 lits de réanimation, 5 lits de surveillance continue. On est 12 à 6. C'est un peu plus important. Mais par contre, quand on regarde les effectifs cibles en équivalent temps plein dans ces services, eh bien, en fait, on s'aperçoit que l'effectif cible qui est donné à la fois par les directions et en accord avec les données du CNG, c'est 7,5 équivalents temps plein, ce qui est nettement inférieur à ce qui est attendu. Et avec des postes vacants en plus. Et donc, vous voyez que ça génère de l'appel à l'intérimaire dans un certain nombre de cas. La liste de garde, elle fait appel pour la moitié des services à des médecins extérieurs, que ce soit des intérimaires ou des médecins d'une autre discipline qui viennent exercer la permanence des soins et donc libérer du temps à l'effectif présent de médecins réanimateurs. C'est une garde tous les 5 jours, ce qui est au-delà de ce qui est raisonnable de notre point de vue. Et puis, en plus, vient se rajouter cette évolution du temps de travail continu et du décompte du temps de travail en temps continu, qui nécessite de fait, puisque la demi-journée n'est pas fixée en termes de plage horaire, eh bien, d'augmenter de 20% les équivalents temps plein présents dans les services. Et ça, c'est un peu plus de 50% des malades, des services qui travaillent maintenant, qui déclarent être comptabilisés en temps continu. L'autre chose, et l'autre évolution qu'il va falloir prendre en compte dans le calcul, qui doit nous inciter dans un premier temps déjà à revendiquer ce ratio de 9 personnes équivalent temps plein pour les 15 lits dont je vous ai dit, c'est que le statut de praticien unique prévoit de démocratiser le temps partagé et le temps partiel. Et quand on regarde l'enquête qu'avait fait le FEMIR, eh bien on voit que près d'une femme sur 2 exerçant en réanimation aurait souhaité pouvoir passer en temps partiel et ne le pouvait pas du fait de contraintes de service. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir et qui est impératif à prendre en compte de mon point de vue. En conclusion, je vais pas, et puis après on va discuter, et puis je vous donnerai aussi peut-être un autre élément qui doit nous inciter à demander ces effectifs de manière conséquente. Il faut, à l'heure de la qualité de vie au travail, définir ce ratio médical en fonction du nombre de lits de réanimation. Il faut se fixer des objectifs qui soient cibles avec les recommandations. Dans le rapport de l'IGAS, dans le rapport de la Cour des comptes, à plusieurs reprises, les rapporteurs ciblent comme objectif, et se donnent comme objectif 0,7 équivalent temps plein par lit de réanimation. Le TTA, ça a permis, en effet, ça permet dans certaines équipes d'être attractif parce que notamment pour les plus jeunes qui rentrent dans la carrière, ça augmente un peu le salaire, mais ce n'est pas la solution, ça ne doit pas être la solution unique au manque de candidats. Et puis, d'autre part, il ne faut pas négliger les évolutions sociétales, et notamment la démocratisation du temps continu, du travail partagé ou du temps partiel, et ça, c'est quelque chose d'important. L'autre élément pour lequel il me paraît particulièrement important
qu'on ait cet effectif cible, c'est que, comme l'a dit Gilali, actuellement, la discipline de médecine intensive réanimation, au contraire de l'anesthésie réanimation, n'est pas reconnue comme spécialité en tension. Et une des raisons pour lesquelles elle n'est pas reconnue, c'est qu'on ne donne pas l'effectif cible qui devrait être celui de 14 pour les services qu'on a vus, plutôt que 7. Et il faut savoir que cette prime d'engagement, vous pouvez la demander aussi au niveau régional, à condition d'avoir 30% de postes de praticiens hospitaliers déclarés vacants. D'accord ? Et ça, c'est la commission régionale paritaire de l'ARS qui décide, mais encore faut-il que les postes aient été déclarés. Voilà, je suis ouvert aux questions, et puis voilà. Merci beaucoup. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Frédéric ? Oui, merci Nicolas. C'est effectivement indispensable de définir un ratio médical. Une remarque quand même sur le temps partiel. Tu l'as dit, il y a la féminisation actuelle effectivement des équipes et ça paraît une solution qui va devenir assez incontournable. La vision des DRH est très négative parce que quand tu es en temps partiel, si tu veux prendre 2,50% pour faire un équivalent temps plein, tu réponds non, parce que de droit, ces personnes-là peuvent repasser à temps plein quand tu veux. En fait, c'est de droit. Donc, ils sont hyper réticents à ça, ce qui est un vrai problème. Donc, je ne sais pas s'il y a des moyens d'action là-dessus. Il n'y a pas de moyen d'action. Au contraire, même le statut actuel de praticien, le statut unique, favorise cette modularité dans le parcours. Donc, en fait, c'est sûr que ça vient compliquer l'équation encore plus. Il n'y a pas de moyen. Normalement, en tout cas, il faut qu'il y ait une contractualisation entre le praticien hospitalier et la direction des affaires médicales pour ces modularités. Ils doivent s'engager. C'est annuel, mais c'est vrai que ça fait des variations qui sont potentiellement extrêmement importantes. Et sinon, j'ai une question technique. Quand tu es en temps continu, oui. À partir de combien d'heures tu considères que c'est du temps additionnel? 35 heures ou 48 heures? Alors, ou non. 39 le temps de travail additionnel, en fait, comme la barre basse du temps de travail hebdomadaire, ce que l'on doit donner, c'est 39 heures. La plupart des services qui sont passés en temps de travail continu déclenchent du temps de travail additionnel à partir de la 40e heure. Après, il y a des négociations locales, c'est soit 40, soit 44 heures. Il y a les schémas, c'est soit 40 plus 8, ce qu'ont obtenu nos collègues urgentistes, soit 44 plus 4 en fonction de… Voilà. Et ça fait l'objet d'une contractualisation aussi entre le praticien et la direction des affaires médicales. Stéphane ? C'est plus un commentaire, mais merci Nicolas. J'invite chacun à faire le calcul très simple de 0,7 fois le nombre de lits de son service. C'est lit de dans le rapport de la cour de l'IGA, dans le rapport de l'IGA, c'est par lit de réanimation. Ils ont zappé tout ce qui est unité de soins intensifs polyvalents. Non, mais ça s'applique ça a vocation à s'appliquer à l'intégralité du service. Et comme Jean l'a présenté ce matin, le décret explique bien que l'unité de soins intensifs polyvalents contigue à la réanimation, les effectifs sont mutualisés, c'est écrit dans le décret, et la garde est commune. Donc, ça a vocation à être 0,7 fois le nombre de lits de réanimation et d'usines contiguës. Et donc, vous voyez que c'est des chiffres très élevés. Et donc, si nous, on ne tient pas ce discours-là de façon très claire, et que de temps en temps, on dit « Ah bah oui, mais finalement, 7, c'est pas mal, 6, c'est pas mal », et bien, ce n'est pas d'autres qui porteront ce message. Donc, voilà, merci Nicolas. Donc, c'est 0,7 par lit. Et c'est particulièrement important pour la prime d'engagement dans la carrière hospitalière et la reconnaissance de notre discipline en discipline en tension. En fait, on n'obtiendra jamais, et de toute façon, le ministère, quand il a vu la feuille de route, l'a retiré d'emblée, parce que de toute façon, on n'est pas considéré comme une discipline en tension parce que notre effectif cible, finalement, est de moitié celui qu'il devrait être.
Alors, il y a des départements qui le sont. Oui. Dans le 93, on est reconnu comme. Oui, alors ça c'est vrai, on peut à l'échelon de la région, obtenir par l'ARS et la commission régionale paritaire la reconnaissance de discipline en tension. Je l'ai obtenu pour l'Auvergne-Rhône-Alpes. La seule problématique, c'est que ça ne donne droit qu'à la deuxième partie de la prime, c'est-à-dire les 10 000 euros, et les 20 000 euros, mais pas les 10 000 de la prime nationale. Nicolas, il y a une question ici. Oui, donc, chez Vite, nous, on a été confrontés au problème, en fait, à deux problèmes. On a la chance d'avoir atteint à peu près ce niveau d'effectif qui nous donne un bon rythme. Et on se pose la question de passer au-dessus pour avoir moins de recours effectif aux internes pour les gardes, effectivement remplaçants pour les gardes seniorisés. Le problème, c'est sur le planning en pratique. Quand on est très nombreux, il faut aussi trouver du temps pour travailler. Parce qu'effectivement, on arrive à tenir un plan de garde comme ça avec des effectifs. C'est ce que nous, on avait calculé, on avait repris le document. Toutefois, on se retrouve avec des semaines, par exemple, si on veut une continuité de soins, on est obligé de se retrouver avec des semaines, peut-être des blocs d'une semaine ou deux de continu, puis au moins une semaine ou deux d'arrêt. Et ce n'était pas satisfaisant pour l'équipe. Ça, c'est des discussions d'équipe, mais après, encore une fois, quand on regarde ce que font les réanimateurs au sein de leur institution hospitalière, le nombre de commissions dans lesquelles ils sont intégrés, le nombre de commissions dont ils sont animateurs directs, le clan, les activités transversales, je pense qu'on peut largement s'y retrouver. La seule chose, c'est que ces activités doivent faire partie du temps de travail et doivent être comptabilisées, en fait. Et probablement que c'est sûr que les plus jeunes de l'équipe n'a probablement pas ces responsabilités-là. Mais quand vous regardez les recommandations de la Société européenne, le chef de service, il doit être libéré pour de 75% de son temps pour gérer, animer l'équipe, animer les équipes paramédicales et tout ça. C'est la recommandation. On en est loin. Hein. Merci Nicolas. On va devoir conclure. Merci beaucoup. Voilà, donc, on va passer à la table ronde. L'organisation du capacitaire et des ressources humaines en temps de pandémie, état des lieux et solutions. Au cours de laquelle aux médecins s'ajoute M. Charesson de la DEOS, ministère de la Santé et des Solidarités. Oui. Très bien. Donc, Caldoun Cuté-Famblou, Julienne Strasbourg, Gaël Martino Pointe-Afrique, très bien, c'est vous. Jean-Rémy Sakilarou, la santé de Nantes, l'idée, c'est de peut-être faire un petit tour de table, de chaise, de la situation et de votre organisation pendant la pandémie, ce que vous en avez tiré comme leçon et peut-être surtout d'en tirer des perspectives. On va peut-être passer la parole aux gens de l'Est pour commencer, qui ont été l'épicentre du début de l'épidémie. Caldoun, c'est bien ta micro. Prends-le au bout d'un moment. On va commencer chez nous. Juste pour commencer, il y a 3 semaines, je pense qu'il faut prendre les choses de façon différente. Il y a 3 semaines, j'ai fait un stage dans le service pour voir si notre ami Poutine fait une attaque d'armes chimiques, comment on s'organise. C'est juste pour différencier la crise ponctuelle qui va durer 3, 4, 5 jours de celle qu'on a subie qui a duré 3 mois. Ce n'est pas du tout la même organisation. Nous, on a eu début mars 2020 la crise du Covid qui nous a tombé dessus, avec 7 malades qui ont été hospitalisés la première semaine. Donc, on a eu le temps de s'organiser, on a eu le temps de
de faire une de chirurgie, de réagir pour les consacrer à la pandémie Covid. On a eu le temps de contacter les Italiens pour avoir leurs conseils, comment on fait, etc. Et puis, on a subi la vague, mais on était un tout petit peu préparés par nos moyens propres qui étaient très insuffisants. Et ce qui nous a aidé le plus, c'est comme on n'était pas bien préparé, on a fait énormément d'appels autour de nous pour que les gens viennent nous aider. Et tout le monde est venu. Donc ça, c'était facile. Et par comparaison à la deuxième vague, je pense que si on avait subi la même chose, la deuxième vague par rapport à la première, on ne s'en serait jamais sorti. Parce qu'il n'y avait pas de bras, il n'y avait pas d'infirmières, il n'y avait pas de médecins, etc. Le deuxième problème, c'est le problème pour moi, pas l'organisation médicale, c'est le problème éthique, c'est pas le sujet dont on parlait, mais ça c'est le problème majeur aussi. Moi, je suis Julie M, je viens de Strasbourg. Tout a commencé chez Caldoun et on a eu des patients à peu près avec quelques jours de décalage, mais en même temps quand même. En fait, on a accueilli notre premier patient le 3 mars et le 6 mars, on avait rempli 25 000 réanimations de patients Covid. En fait, ça a été complètement inattendu parce qu'on avait beau avoir les échos chinois et surtout les échos italiens, comme disait Caldoun. On n'était pas correctement préparé. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, puisqu'en fait, on avait commencé les réunions de préparation fin janvier avec tentative de coordination avec les différents services impliqués potentiellement dans la filière de soins des patients, à savoir le SMUR, les urgentistes, le service de maladies infectieuses, les hygiénistes, la pharmacologie. On avait essayé d'impliquer un peu tous les acteurs. Ça, c'était fin janvier. On avait fait des jolies procédures. On avait pensé tout bien cadré sur le modèle Ebola, puisqu'on avait aussi centre de référence depuis quelques années. Et donc, on disait, c'est bon, on est prêt. En fait, quand on a pris notre premier patient en charge, c'était fin février. C'était un patient qui était déjà fait quelques jours chez nous en réa et puis qui a évolué vers un TIRA pour lequel on n'avait pas d'étiologie, qui était hospitalisé déjà dans le service avant et en fait, qui de fait a fait le premier cluster de l'hôpital, puisqu'il n'avait pas été identifié comme Covid ni là-bas ni chez nous. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout prêt à un niveau, puisque ne serait-ce que l'acheminement des prélèvements biologiques, les consignes c'était basé sur le modèle Ebola. Donc, on élimine d'abord le Covid, et une fois qu'on a éliminé le Covid, et on pouvait commencer à faire de la biologie. Tant qu'on n'a pas éliminé le Covid, pas de biologie. Dans ce modèle-là, on s'est rendu compte que ça n'allait pas marcher, on n'avait pas du tout le matériel qu'il fallait pour le emballage, etc. Tout ce qui était manip radio qui intervenait dans le service, en fait, n'était pas en nombre suffisant et n'était pas équipé. Puis en fait, quand on fonctionne d'habitude, parce que dans tous les services, on avait du matériel en peu tendu et en fait, on avait du matériel dans le service. Ça a été un petit peu difficile à gérer à ce niveau-là. Du côté humain, ça a été un peu surprenant aussi, puisqu'au début, on s'est dit on ne va pas mettre en danger les internes. On a dit il y a que les seniors qui rentrent dans les jeunes patients Covid. Ça a tenu une matinée, au début de matinée, on avait déjà 7 malades, donc en fait, il n'y en a pas de souci. Le troisième jour, on a dit aux externes qu'on les accueillerait plus dans le service, parce que c'était possible, on n'arrivait plus à accueillir autant de malades, en fait, c'est vraiment 25 malades par jour. C'était une moyenne de 8 à 10 par jour. C'était encore le moment où on les intubait tous. Ils étaient intubés, qui avaient bien les malades par la infectée, Martha et puis la attendait. On passait plusieurs heures dans le et puis aussi, quelque chose qui était complètement inattendu, c'était les familles. Puisqu'on a eu effectivement les consignes de l'hôpital assez tôt de fermer l'hôpital aux visites. Donc on a effectivement interdit l'accès à la réa aux familles, avec la seule exception que les patients qui étaient morts ou qui allaient mourir, donc accepter une visite de fait. Quelque chose de complètement inhabituel. Et puis la problématique, c'est que une fois qu'on a interdit l'accès de la réa aux familles, il faut bien continuer à leur donner des nouvelles en fait. On se
retrouvés avec des soignants qui étaient enfermés dans des box avec la porte fermée, un téléphone qui sonnait en continu qu'on ne pouvait pas décrocher des signaux de téléphone. Et donc, en fait, on a en place cette organisation d'information des familles et de prise en charge des familles et des patients qui, de fait, n'étaient pas souvent conscients. Là, c'est les principaux souvenirs maintenant. Ok, Frédéric, peut-être en insistant sur le côté capacitaire et ressources humaines. Bonjour à tous, Frédéric Martineau, donc, du CHU de la Guadeloupe. Nous, il y a deux vagues qui ont été, on va dire, les plus marquantes. C'est la deuxième vague, donc à l'été 2020, puisque la première, avec le confinement national qui a débuté à la mi-mars, finalement, on n'a pas été particulièrement débordé, même si on avait commencé un petit peu à anticiper les ressources. Nos ressources avant la pandémie, c'est 22 lits de réanimation et 8 lits d'USC. Et donc, à l'été 2020, donc sur la deuxième vague, nous, ça a commencé un petit peu plus tôt, ça a commencé dès le mois d'août, dès début août en Guadeloupe. Il y a effectivement une vague progressive. On avait pu anticiper dès la première vague donc des schémas d'organisation avec l'ouverture de lits supplémentaires. Donc, on était passé à ce moment-là à une trentaine de lits, voire 38 lits, et donc on a demandé le concours du service de santé des armées, qui est resté pendant tout un mois au mois de septembre et qui a permis comme ça de pouvoir effectivement gérer une unité entière et nous permettre de nous consacrer sur d'autres unités. Ce qui a été particulièrement difficile pendant cette deuxième vague, c'est que, contrairement à la première, il n'y a pas eu de mesure de confinement. Et donc, pas de confinement, ça veut dire que les gens continuent à circuler. On a des taux d'accidentologie qui sont extrêmement élevés aux Antilles. Et donc, à côté donc, de cette vague Covid qui arrive, il y a en même temps tout le côté traumatologie routière, toute la traumatologie balistique qui arrive. Et donc, c'est vrai que ça a été des périodes assez difficiles parce que les lits étaient constamment en suspension. Et puis, la dernière vague qui a été la plus difficile et dont vous avez entendu parler dans les médias, c'est celle de l'été dernier, avec là un système qui était au bord de l'implosion. Notre capacité de lits de réanimation, donc habituelle de 22 lits, on est monté à 60 lits de réa. Donc, on a un petit peu partout là où on pouvait pour la réanimation. Les blocs ont continué à assurer la réa non Covid, parce que c'est toujours pareil, il n'y avait pas à ce moment-là particulièrement de confinement. Donc, il y avait une activité non Covid qui continuait. Et puis, un pic d'incidence qui était aux alentours de 4300 pour la Guadeloupe. Et donc, beaucoup de patients admis. Il y a eu, pour la métropole, les premières évacuations sanitaires qui avaient été faites sur les premières vagues entre les régions de l'Est et puis les autres régions qui étaient moins touchées. Nous, il a fallu réfléchir aussi à cette solution-là. Et donc, ça, avec le ministère, c'est des choses qui ont été faites, des opérations hippocampe, vous avez pu entendre parler, avec à ce moment-là des avions entiers qui ont été pour le coup transformés en ponts sanitaires et l'évacuation d'environ 10 à 12 malades 2 fois par semaine. Donc ça nous a permis quand même sur le mois d'août dernier de pouvoir transférer 60 patients vers la métropole. Et donc c'est sûr que quand en une journée on sait qu'on va avoir 10 malades qui vont partir et libérer 10 lits, on sait que ça va nous permettre de récupérer 10 malades qui sont dans les étages très jeunes, parce qu'il y en avait pas mal qui à ce moment-là étaient autour de la cinquantaine, sous OptiFlow, entre 90 et 100% des FiO2 consignés sur leur lit pour éviter qu'ils désaturent en dessous de 80% et qu'on doit les intuber. Donc voilà, c'est un petit peu nous ce qu'on a. Des difficultés sur les RH comme tout le monde. Et sur ce qui a été dit par Mme Valera ce matin, et puis aussi par Jean Régnier, on s'est bien rendu compte au cours de ces pandémies que le métier d'infirmier de réanimation, c'est un métier qui est très spécifique. Et donc, on ne peut pas, même s'il y a des gens de bonne volonté, arriver comme ça le matin et puis devenir infirmier de réanimation, savoir faire tous les soins et prendre en charge des patients. Et donc, je pense que voilà, c'est une chose très importante sur laquelle l'accent a déjà plusieurs fois été mis. Et je pense que la formation de tous, mais aussi du personnel paramédical, entre les vagues, elle est importante et il faut réfléchir et anticiper tout ça. Donc moi je travaille à Nantes, donc l'Ouest, on
on a subi bien après les effets des vagues. Et donc, nous, la grosse différence, c'est que, ça nous a permis de nous préparer au niveau des services, au niveau de l'institution et aussi au niveau régional. Par exemple, au niveau régional, entre les services de réanimation, on a mis en place un réseau, enfin une boucle WhatsApp où on communiquait sur l'arrivée des malades, les taux d'occupation, etc. On communiquait chaque jour et ça nous permettait de communiquer aussi vis-à-vis des institutions et de l'ARS et donc d'anticiper probablement pas mal. Mais si on pouvait faire ça, c'est parce qu'on avait le temps. À côté de vous, nous, on a pu voir les choses. Donc, à Nantes, en 2 mots, mon service faisait 20 lits de réa et des lits de surveillance continue. Il s'est transformé en 30 lits de réanimation. Pour tous les services de réanimation chirurgicale, ça a été pareil. Et on a eu à ouvrir ce qu'on appelait une réa éphémère qui était prévue de plus de 30 lits. Et finalement, on n'a ouvert que 16 lits. Tout ça nous a permis d'accueillir des patients. Et c'est la différence par rapport à vous. C'est que nous, ça nous a permis de faire venir des Strasbourgeois et des gens de Mulhouse aussi. Et donc là aussi, c'est un deuxième versant. Nous, par exemple, sur les familles, dans l'accueil dans le CHU, on a refusé de ne pas accueillir les familles. Donc, on les accueillait, c'était plus 24-24, mais on a continué de les accueillir. Et on a mis en place un accueil des familles, des patients à distance, en utilisant des dons de la FNAC et de boulanger qui nous ont offert des tablettes pour pouvoir communiquer. Donc voilà, on était plus dans la situation d'aide, finalement, même si on a eu nos vagues, beaucoup de malades, etc. Les collègues de La Roche, Joanne, qui est là, de Cholet, et Julien de Saint-Nazaire aussi peuvent communiquer qu'on a eu beaucoup de malades, mais on a été aussi en situation d'accueil et d'aide des autres régions françaises. Quelle est votre vision? Alors, merci beaucoup déjà de l'invitation. J'ai répondu à l'invitation de Stéphane. Je vais d'abord me présenter, si vous voulez, rapidement. Je suis médecin urgentiste. J'étais patron aux urgences pendant plus d'une dizaine d'années dans le 93, puis président de CME, président de la conférence CME-CH de France pendant 4 ans. Et en cumulant toutes ces casquettes-là, à un moment donné, on m'a ras-le-bol. Et donc, je voulais passer à autre chose. Et donc, je suis passé au ministère de la Santé à l'arrivée de la directrice générale de la PGDN en 2019, et comme conseiller médical auprès d'elle, donc sur les problématiques, les questions hospitalières. Et donc, j'ai eu le plaisir de travailler main dans la main avec Stéphane, avec Tadia, mais aussi professeur Mira qui est présent. Certaines têtes qui sont là, le docteur Rayon, des amis avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, Méran. Voilà, je suis très touché, très honoré d'être parmi vous. Alors, ça va être un peu je vais me lâcher un peu là. Ça va être un peu la visite. Désolé, je suis habillé comme ça là, parce que je sors du colloque La Santé Expo et j'y retourne. Donc, ma vision plutôt de médecin, on va dire urgentiste, donc voilà, je connais un peu les problématiques de crise, mais également donc en administration centrale. Et comment j'ai aussi appris à voir comment l'État regarde les choses, comment comprend les choses et comment interprète les choses. Parce que ce que j'ai compris, par exemple, ce qui est évident pour nous, médecins, ou pour vous, réanimateurs, dans votre service, ne l'est pas du tout forcément déjà au sein de l'hôpital pour d'autres spécialistes. Mais alors, au niveau de l'administration centrale, là, on est dans une autre dimension. Donc, il faut, dans ces moments-là, il fallait donner beaucoup d'explications, d'analyses à l'administration pour qu'elle puisse vraiment comprendre. Moi, j'ai vécu le Grand Est, le tout début de la crise. Un peu les choses voilà, entre médecins. Donc, c'est vrai qu'il y avait une incompréhension entre les soignants, les réanimateurs en particulier, je me souviens de Mulhouse et Colmar en particulier, parce que je les connaissais, donc ils m'ont appelé directement pour me dire voilà, il se passe quelque chose, ça ne va pas, c'est grave, que l'administration avait du mal à
en fait assimilé à comprendre. Bon, ça s'est déclenché très vite après, et puis grâce aussi à vos présidents de CNP, de conférences. Moi, ce que je retiens aussi, c'est la collaboration qui a eu très très vite, et le nombre d'heures qu'on a passé avec le professeur Mira et ses collaborateurs avec la DGOS, c'était incroyable. Et heureusement qu'on a eu ces échanges, parce que ça a permis à tout le monde de comprendre les mécanismes et de se préparer de manière importante. La collaboration, de mon point de vue, entre le public et le privé, je pense qu'elle n'a pas été forcément à la hauteur, en particulier sur les problématiques de soins critiques et de réanimation. Peut-être sur le SSR, peut-être pour les hospitalisations conventionnelles, mais je n'ai pas senti, alors peut-être que c'est faux, je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas senti une collaboration étroite à ce niveau-là. Par contre, au niveau intra-régional, interrégional, là, vous avez tous vécu les EVASAN, la collaboration avec l'armée. Je vais vous parler aussi de ma petite expérience en Guyane, parce que je suis intervenu auprès de la directrice générale de l'ARS à 2 reprises, dans la première vague et deuxième vague, et je reviendrai un peu plus tard. Donc, ces collaborations-là, ces EVASAN, le fait d'envoyer voilà, quelque chose qui est quand même assez unique dans le monde, c'est d'envoyer des soignants de notre système de santé partout dans tous les territoires. Je ne suis pas sûr que ça existe aux États-Unis ou en Allemagne ou ailleurs. En tout cas, des centaines et des centaines de soignants sont partis, et notamment des réanimateurs, par exemple en Guyane, que j'ai vu, des médecins, des internes, qui sont partis faire 3 semaines, 1 mois, mais aussi en Guadeloupe, à Réunion, à Mayotte, et également des évacuations dans l'autre sens, jusqu'à la Polynésie française, où là, c'est vraiment voilà, c'est plus de 24 heures de transfert, de transport de patients lourds, compliqués. Donc voilà, cette solidarité et cette réactivité, c'est grâce à tout le monde, et grâce à vous tous. Hein. Et c'est comme ça qu'on a réussi donc à passer ces différentes vagues. Une petite réflexion aussi qui me vient à l'esprit, c'est dans les moments de crise, alors c'est l'urgentiste qui parle, donc nous on est habitués quand on a la crise, le plan blanc, on s'adapte, on sait qui fait quoi, on sépare le service en 2. Bon. Ça, c'est à mon avis quelque chose qui est important, qu'il faut qu'on travaille en permanence au niveau des hôpitaux. Je sais qu'il y a des plans blancs voilà, qui existent. Ils sont là, les directeurs les connaissent, certains médecins, mais voilà, je pense qu'il faut qu'on travaille ces éléments-là de manière un peu plus structurée pour vraiment être au top à ce niveau-là, au niveau organisationnel, et ne pas se faire complètement déborder en fait par ce qui se passe. Mais pour le faire aussi, il faut se remettre en question. C'est-à-dire que si j'ai une organisation extrêmement rigide, je ne vais pas vous choquer, hein, je suis désolé, mais sur les ratios, bien sûr, c'est important, mais en temps de crise, moi je l'ai vu en Guyane, et ben, quand on n'a pas le choix, le ratio, de temps en temps, on le met entre guillemets et on essaie de trouver des solutions parce que les malades sont là et il faut les gérer. Je ne veux pas dire que voilà, il faut faire n'importe quoi, mais cette rigidité, la rigidité en fait en temps de crise, et vous savez plus que moi, voilà, parfois elle est peut-être incompréhensible voilà, au niveau de l'administration centrale. Voilà. Donc, il faut de la souplesse et il faut beaucoup d'analyse et d'explications à ce niveau-là. Sur mon expérience en Guyane, donc je suis intervenu à 2 reprises, à la première vague, l'été 2020, où là, vraiment, on est parti dans un territoire où il y a seulement 300 000 habitants, avec 11 lits de réanimation, 3 établissements. Donc 11 lits de réa et à peu près une quinzaine de lits de soins continus. Salon du Maroni, aucun réanimateur, pratiquement des urgentistes ou des anesthésistes qui étaient dans
réanimation était toujours systématiquement transférée à Cayenne. Donc, on part de ce constat et évidemment complètement débordé parce que le nombre de malades commençait à devenir insupportable. Et je reviens un an plus tard, donc à la même période, en août 2021. Et là, entre-temps, il s'est passé des choses mais vraiment miraculeuses, de mon point de vue. Un engagement de la part des réanimateurs, notamment de Cayenne, pour former les équipes du Saint-Laurent de Maroni. Et comment les former? Ils vont sur site, ils les invitent sur leur site pour passer une semaine, 2 semaines, que ce soit des infirmiers, des aides-soignants et des médecins. Moi, quand je reviens, donc un an plus tard, on est à 35 lits de réanimation qui vont jusqu'à parfois 40 lits de réanimation, mais de réanimation. On n'est pas dans l'USC, voilà, on est vraiment dans l'AREA. Je me souviens la première fois, donc en 2020, je visite l'AREA du Saint-Laurent de Maroni avec le médecin militaire de l'EMR qui avait ouvert une dizaine de lits. En fait, les malades de réa étaient à l'EMR. Aucun malade de réa intubé, en tout cas, intubé ventilé, était dans les lits du Saint-Laurent de Maroni. Un an plus tard, je retourne, je fais la visite, le MR n'est pas là, et là j'ai 10 malades intubés ventilés qui sont pris en charge de manière exceptionnelle. Enfin, voilà. Moi j'ai vu des choses à ce niveau-là qui sont extrêmement fortes. Je sais que Nadia et Stéphane ont beaucoup travaillé à la PGOS sur la formation accélérée. Donc effectivement, on ne peut pas former un réanimateur ou un infirmier aux soins critiques en 2 jours. Voilà, ça c'est certain, mais voilà, on peut peut-être dans la formation continue proposer des formations en permanence à des médecins et des infirmiers et des aides-soignants qui ont cette appétence, peut-être l'envie d'aller vers l'AREA. Moi, j'ai toujours aimé l'AREA et j'en ai fait 6 mois seulement dans ma vie. Et voilà, de temps en temps, je me dis quand même, vous avez de la chance, c'est quand même sympa l'AREA. Quand on a des ratios comme ça, alors que nous, voilà, aux urgences, c'est un peu la catastrophe. Ben, je trouve que c'est super ce que vous avez fait. En tout cas, voilà, je ne veux pas être long, je suis un peu long, là, je suis désolé. Mais voilà un petit peu mon constat. Oui, je voulais juste relativiser votre propos sur le ratio. Je comprends qu'il ne faille pas être rigide, et d'ailleurs, on ne l'a pas été, puisqu'on a assumé les vagues comme ils sont venus avec les moyens du bord. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui ont le plus pris dans l'affaire, mais nos collègues de l'Est ont, je pense, beaucoup pris. Mais quand on démarre cette pandémie en sous-effectif majeur, ce qui était le cas, ça a rendu les choses difficiles. Et par ailleurs, en tout cas mon expérience, moi je travaille dans le Hauts-de-France, entre la première et la deuxième vague, on s'est retrouvé au pied de la deuxième vague sans que l'administration n'ait réagi, à devoir former à nouveau des infirmières, une qui venait de néonatologie, une autre qui venait de médecine nucléaire. On leur a fait qu'est-ce que la réanimation en 2 jours, rapidement, pour leur montrer où on allumait le respirateur, etc., etc. Donc voilà, je comprends qu'il ne faille pas être strict, et on ne l'est pas, et on a montré qu'on ne l'était pas, qu'on était capable d'assumer, les gens gentils aussi. Mais voilà, il faut quand même qu'on ait un minimum de base au départ, sinon c'est ingérable. Oui, en même temps, je voudrais enchaîner sur l'avenir là, et rebondir sur ce que vous venez de dire. Bon, ce que vous avez vécu là en Guyane, c'est-à-dire finalement, c'est une double vague à 1 an d'intervalle. Il s'était préparé à ce que ça revienne assez vite. Et là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de nous préparer à des augmentations capacitaires dans le futur, si ça survient. Bref, faire un système assez stable, organisé, où on pourra répondre aux augmentations capacitaires des pics de grippe dans l'année, de canicules, qui sont maintenant réguliers, assez fréquents, premièrement, et deuxièmement, à répondre éventuellement aussi à de nouvelles pandémies. On nous en annonce, paraît-il, une dans 5 ans. Mais bon, enfin voilà, il y a des oracles. Je ne sais pas quand elle va revenir. Donc, on nous demande d'organiser ça. Et nous, notre proposition du CNP, c'est plutôt que de préparer à nouveau
l'organisation de futurs néo-réa avec du personnel pas formé, conforme, qui est un petit peu formé, qui reste en réserve, etc., on ne sait pas où ils sont, etc. C'est déjà faire l'analyse de ce qui s'est passé lors des lors des vagues, et de voir quelles sont nos possibilités. Et si on regarde, quand on regarde notre capacité réanimation USC finalement sur la France, sur le territoire, et la possibilité de transférer des malades, on se rend compte que rien qu'en utilisant ça, on aurait pu encaisser à peu près 70%, 75% de la première vague. Et donc, nous, notre proposition, c'est de dire qu'il faut avoir suffisamment de réanimateurs et d'infirmières et d'aides-soignants formés, déjà, ce qu'on a appelé une réserve autonome, qui nous permet d'encaisser toutes les vagues annuelles, et éventuellement d'encaisser beaucoup plus facilement, parce que ça a été aussi beaucoup la souffrance à Mulhouse et à Strasbourg, c'est que finalement ils n'avaient rien, et d'encaisser beaucoup plus facilement des montées assez brutales. Donc ça, c'est la première vague qui est en autonomie, avoir des infirmières, plus d'infirmières de réa. Et on a fait une proposition, comme il va y avoir un temps de formation heureusement accru de 8 semaines, comme il y a de l'absentéisme, du turnover et des besoins de formation, eh bien, on peut augmenter la dotation en infirmières pour pouvoir répondre plus facilement à ces vagues. Et puis, un deuxième niveau, effectivement, si ça déborde, eh bien, avoir une réserve. Mais nous, la réserve, la proposition qu'on fait, parce qu'on s'est rendu compte que ça générait une très grande souffrance d'avoir formé une infirmière juste pour appuyer sur le bouton du respirateur, etc. Finalement, celle qui était en poste, elle travaillait beaucoup, il y a eu beaucoup de souffrance au travail en raison de ça. Eh bien, c'est d'avoir un pool, oui, mais d'infirmières et de docteurs et d'aides-soignantes qui sont sortis de la réanimation et qu'on garde en réserve. Bref, de garder des gens, des professionnels, et même si ça fait 10 ans, on a l'habitude d'arrêt de la réanimation ou à distance de la réanimation, on a l'habitude de dire que ça peut revenir un peu comme le vélo. Et voilà. Donc, nous, c'est plutôt nos propositions, avoir un très bon niveau de réserve en autonomie, et après, si ça déborde, eh bien, on utilise de ces réserves-là. Et le gros avantage, pour terminer aussi, et j'en arrête, c'est que ça retardera au maximum les déprogrammations, ce qui a été un vrai calcul. Alors, je m'excuse, mais je voudrais quand même répondre, bien que je sois là pour modérer, je suis sûre que mon propos va être extrêmement modéré, sur cette remarque de la mauvaise organisation ou de la mauvaise synchronisation entre le public et le privé. Donc, je me présente pour M. Charleston, parce que vous n'êtes pas obligé de me connaître, bien que ma notoriété n'a pas de borne. Donc, je suis Anne Armistema-Kouchik, médecin réanimateur, dans le 93, à l'hôpital privé du Vernet. Je suis partie des différentes instances. Bon, il y a une chose qui nous est apparue, nous, de notre point de vue du privé, dans lequel il y a 54 réanimations tout de même, c'est qu'on a été exactement aux premières loges de la même manière que nos collègues pour les réanimations constituées comme telles. Pourquoi? Parce qu'on était déjà inclus dans un bâclage avec des collègues dont on avait le téléphone, qu'on connaissait parfaitement, et avec qui il y a eu immédiatement une organisation, un soutien, un partage des difficultés. À l'intérieur même de l'établissement, on est passé de 10 plus 5 à 10 livres 5 lits post-réa à 15 livres 5 de post-réa, 80 lits d'aval de médecine. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une contribution négligeable. En revanche, en ce qui concerne les déprogrammations et le fait qu'on ait fait vider de leurs malades les petits établissements MCO dans le privé qui auraient pu servir pour tous ces patients, je ne sais pas si ça aurait été possible en Guadeloupe, mais en tout cas chez nous, qu'on continue de s'occuper des patients as usual, parce que derrière la 5e vague, on est dans une réa cancer, une réa oncologie. Et ça, c'est quelque chose que tous mes collègues ont dû constater, et ce n'est pas par hasard. D'autre part, sur l'organisation publique-privée, je pense que si on s'était reposé un peu plus sur la sagacité et la capacité de collaboration et de discussion des patients, on aurait évité de faire des grands ponts entre, bon, ce n'est pas Gadoun qui va me contredire, mais débordé comme il était, il n'avait certainement pas la capacité de dire comment il devait lui-même organiser le dispatching de ses patients, mais il y avait à Reims un service de 25 lits de réanimation chirurgicale qui avait été vidé et qui était disponible pour accueillir à ce moment-là des patients.
De la même manière que quand les patients sont arrivés en transbordement sanitaire par TGV à Toulouse, il y avait à Montauban, donc une sur l'étape vers Cahors, il y avait une réanimation privée qui n'attendait que, qui avait été l'arme au pied avec des vivis. Donc, je pense qu'il faut se poser la question de à quoi ont servi les instances administratives, en particulier l'ARS. Parce que l'ARS, pour moi, de mon point de vue de rameur, j'ai vu, comment dirais-je, ma boîte mail être débordée, remplie de 3 ou 4 injonctions par jour qui me disaient « dites-nous si vous avez le clic, dites-nous si vous avez le clic ». J'avais envie de leur dire « mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, c'est pas vous qui allez me transférer un patient ». Résultat des courses, quand je voulais correspondre avec mes collègues, je ne pouvais pas. J'étais obligée de purger ma boîte. Voilà. Donc, des détails de ce style, c'est extrêmement pénible. D'autre part, à l'évidence, on n'a pas, comment dirais-je, fait à l'intérieur des établissements. C'est vrai que comme en Alsace, à un moment donné, on ne savait plus où était le haut et le bas, et ni la droite et la gauche. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'on s'est vite organisé à l'échelon d'un établissement qui est petit, pour que les réanimateurs MIR, qui avaient la capacité, disons, de comprendre ce qui se passait, par anticipation, parce qu'on discutait avec les Italiens, parce qu'on lisait ce que les Chinois avaient dit, et puis parce que d'ailleurs, pendant cette période-là, comme tout le monde, on n'avait plus de sommeil, donc à 4 heures du matin, on était devant l'ordinateur, et on lisait, eh bien, on avait cette capacité d'organiser les choses en binôme, c'est-à-dire les réanimateurs faisaient, entre guillemets, la pensée, les anesthésistes qui étaient venus bosser avec nous faisaient un peu les bras. Voilà. Donc, ces organisations-là, avec les chirurgiens qui ont organisé les visites. Donc, tout ça, si vous voulez, sont des choses qui se sont structurées, et ça fait un peu drôle quand même de dire que... Stéphane Herman, un commentaire? Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment, mais je pense que dans chaque région, ça s'est passé probablement de façon différente, mais ça a plutôt renforcé les collaborations entre les services dans chaque région et en incluant le privé. Enfin, chez nous, on a aussi plutôt eu le sentiment que ça fonctionnait bien. Peut-être qu'il y a eu quelques semaines au départ pour établir un peu le contact, mais globalement, ça a plutôt bien marché avec les réanimations du privé. Au global, sur les différentes choses qui ont été évoquées, si on se centre sur les ressources humaines, moi j'ai un sentiment qu'il y a vraiment eu la première vague que tout le monde a décrit, où il y a eu ce concept d'aide extérieure, etc. Et en tous les cas, là où moi je travaille au centre de la France, les vagues suivantes ont fonctionné plutôt en autonomie sur le modèle que Jean décrivait. Et donc, c'est quand même ce modèle-là qu'il faut renforcer parce que la question, quand on veut faire du renfort, et ça a été évoqué en filigrane, c'est quand on prend des gens qui travaillaient déjà avant, quelle que soit la tâche à laquelle ils étaient occupés. Si on les enlève à cette tâche, soit elle était inutile, auquel cas c'est peut-être une bonne chose, mais enfin je ne crois pas que ce soit le cas. Et donc il faut trouver des renforts RH qui ne pénalisent pas d'autres secteurs de l'hôpital. Alors la quadrature n'est pas simple, mais c'est quand même comme ça qu'il faut raisonner. Et je pense qu'on n'est pas loin d'y être, puisque les vagues 2, 3, 4 et 5, en fait c'est ce qui s'est passé. Il y a le grand problème de la déprogrammation. C'est ça qui a fait le souci entre le privé et le privé, parce que le privé a beaucoup trop tardé à déprogrammer, c'est-à-dire a beaucoup trop tardé à détacher les gens de l'anesthésie et des IAD pour venir aider les secteurs publics. C'est surtout ça qui s'est passé au départ. Après, ça c'est dans les hôpitaux où il n'y a pas de réanimation. Dans les cliniques où il n'y a pas de réanimation. Dans les cliniques où il n'y a pas d'animation. Et après, il y a eu une discussion sur les médecins hospitaliers, ils ont été récompensés financièrement pour ce qu'ils ont fait, alors que les chirurgiens et les anesthésistes dans le privé n'ont pas été payés pour la période de 2 ou 3 mois où ils n'ont pas travaillé. C'était ça, les discussions de ce que je comprends tout à fait. Ça a été mis en place. Enfin, Pierre Charesson connaît ça mieux, mais il y a eu des indemnisations, y compris dans le privé, qui ont été mises en place. Oui, mais après avoir allé, etc. C'était un peu trop tard.
pas très, comme d'habitude, un peu très. Nous, on a beaucoup souffert de l'administration. Moi, j'avais des amis au pays qui étaient à 200 km avant ma malade, mais je ne pouvais pas parce que je n'avais pas le droit. Alors qu'on avait la tournée des hélicoptères dans le ciel 24 heures sur 24. Il faut savoir qu'entre le 7 mars et le 20 mars, on a intubé 250 malades. Donc, il fallait les gazer, cela. Je vais compléter le propos de Khaldoun en disant qu'effectivement, malgré l'ARS, on a survécu à la première vague, mais vraiment malgré l'ARS. Parce que, comme dit Khaldoun, les premiers transferts, on les a fait contre l'avis de la direction de l'hôpital, contre l'avis de tout le monde. Donc, on a appelé nos amis anciens, notamment qui nous ont pris les premiers malades, on les a envoyés de l'autre côté de la frontière. Et tout ça bien avant que les gens se rendent compte que le Covid avait commencé en France. On avait 15 jours d'avance dans le Grand Est sur le reste de la France et je pense que c'est vraiment l'illustration parfaite de l'échec de la centralisation des décisions et qu'il faut clairement réfléchir autrement pour les prochaines vagues. Il n'y avait pas d'ARS en place. Ouais, moi, je voudrais moduler un tout petit peu ça parce que je pense que c'est ARS dépendant. D'abord, l'administration de mon hôpital a changé, c'est dommage parce que la directrice est partie maintenant à Reims. Mais la direction de mon hôpital, bon, on peut apporter, elle a été remarquable. Je ne vais pas le dire tous les jours, mais voilà, ils nous ont demandé ce dont on avait besoin et ils ont suivi. L'ARS du Pays de Loire, on a eu des échanges avec eux réguliers et ils étaient plutôt dans la demande de quoi avez-vous besoin. Eux, ils nous ont suivis. Je pense que c'est vraiment ARS dépendant. Et troisième point, je ne sais pas à quoi tu faisais allusion, Julie, sur la centralisation, mais il y a au moins un point sur lequel ça nous a sauvés probablement, c'est sur l'histoire du curare. Quand il y avait vraiment quasiment plus de curares en France, et ça a été des décisions centrales. Ils ont dit, ben là, on en envoie quelques milligrammes par-ci, par-là, en fonction des besoins. Et enfin, je trouve que le pilotage national de cette crise, moi, je l'ai ressenti, peut-être que dans l'Est, il y a eu un gros problème, mais je l'ai ressenti comme plutôt très positif. Je nous ai senti, c'est le après. C'est le après qui nous rend amer, mais le pendant, moi je trouve que ça s'est plutôt bien passé. J'ai deux petites réflexions sur ce que tu as dit. Je pense effectivement que tu as raison que c'est ARS dépendant et ça dépend des directions. On avait la chance jusqu'à très récemment d'avoir un directeur qui était vraiment à l'écoute de la communauté médicale et qui a permis en tout cas je dirais, de faire ce lien avec l'ARS. C'est vrai que les décisions parfois et la vision de l'administration n'étaient pas celle des réanimateurs et donc heureusement qu'il assurait ce lien et que lui pouvait le faire. La gestion nationale, c'est bien, mais il faut aussi savoir tenir compte des spécificités. Pourquoi je le dis, c'est parce que sur les curares, par exemple, c'était on vous délivre des doses pour 48 heures. Ce qui est possible quand en métropole, on a un camion, un train, voilà, un moyen qui va permettre d'arriver en 48 heures. Aux Antilles, ce n'est pas le cas. Donc, il a fallu parfois militer pour ça, pour dire nous, on ne peut pas avoir des doses pour 48 heures, il va falloir anticiper, avoir des choses plus importantes. Et sur la réflexion que tu as fait sur le personnel paramédical tout à l'heure, nous, au niveau de notre pôle, en tout cas, c'est un petit peu ce qu'on a fait. On a quelques infirmiers qui ne souhaitaient plus rester en réanimation, qui sont formés, et l'encadrement a su les redéployer sur le pôle. Et chaque fois qu'on a eu besoin d'eux sur les vagues, ce sont des gens qui ont pu revenir, qui connaissaient le service, le fonctionnement, et qui, même s'ils ne font pas de réanimation quotidienne, ont pu pour parler de mon expérience personnelle, dans un service où on n'est pas en déficit médical, on a pu montrer dans la deuxième, troisième, quatrième vague qu'on pouvait fonctionner en autonomie, je suis tout à fait d'accord. Donc, ça pousse à augmenter les effectifs. Par contre, reste dans les hôpitaux extra-U, c'est quand même le thème de la journée, c'est des hôpitaux de plus petite taille. Donc, le pool que vous décrivez d'infirmiers anciennement de l'AREA est quand même beaucoup plus restreint. Et du coup, il reste quoi ou qui? Il reste les IAD. Et donc, ça a été un gros problème.
pas forcément cette fois-ci dans le conflit public-privé, mais dans le conflit petit hôpital ou hôpital extra-U, plutôt U, et qui fait l'effort de guerre, et avec la clinique d'à côté, qui nous envoie des diades. Et donc, est-ce que vous avez, pour aller plus loin, est-ce que vous avez des données un peu fiables maintenant sur les déprogrammations, ou est-ce que ça reste toujours la partie poker-menteur? Parce que finalement, c'est le seul indice. Cette déprogrammation, peut-être pour le malade, moi j'en sais rien, mais elle a nuit à l'ambiance hospitalière, ça peut vous dire. C'est plutôt dans le dos des réanimateurs. Oui, juste par rapport à la remarque de tout à l'heure entre public privé, la première vague, voilà, pas pour moi de mon côté, hein, c'est observationnel. Hein, je pense qu'il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là en termes de programmation. C'est plus par rapport à la troisième et quatrième vague. Là, tout le monde ne faisait pas la même chose. En fait. On arrivait toujours à imposer la déprogrammation immédiatement dans les établissements publics, mais c'était beaucoup plus difficile dans le privé. Mais en même temps, je comprends aussi la situation dans laquelle ils étaient. C'était un moment très compliqué pour tout le monde. Donc, mais c'est plus par rapport à ce moment-là où les choses ne s'étaient pas aussi claires. Oui, juste intervenir sur deux, trois points. J'ai l'impression de ressentir une espèce d'opposition à ARS, direction, communauté soignante, hôpitaux. Finalement, ce qu'on a vécu, c'est effectivement au démarrage à chaque fois, de grosses difficultés, des incompréhensions. Mais après, petit à petit, quand chacun est resté à sa place, finalement, c'est plutôt synergique. Je n'ai pas vécu ça, vraiment, c'est différent d'un endroit à l'autre. Mais dans ce sens-là, ce que je voudrais dire, c'est que par exemple, sur l'Île-de-France, un des sujets, je ne sais pas si mes collègues partageront ça, un des sujets qui a été problématique à chaque fois, notamment sur les vagues d'après, la première vague, où très vite on s'est tous retrouvés dans le rouge, c'était la guerre, etc. Après, ça a été plus complexe. Après, il y a vraiment une notion de régulation au sens large. Et effectivement, il n'y avait ni de visibilité sur ce qui se passait à un instant T dans tel et tel établissement. Donc, effectivement, il y a des différences majeures de déprogrammation. Un jeu de poker menteur, comme vous l'avez dit, c'était flagrant. Et ça, je pense que là, les agences régionales ont un vrai rôle. Et aujourd'hui, même après la 5e vague, on n'est toujours pas capable, à un instant T, de savoir quelle est la réalité dans les établissements de santé, du nombre de lits occupés, du nombre de lits immobilisables, de la réalité des déprogrammations et des difficultés réelles de terrain. Ce qui fait que même courant de la 3e, 4e vague en Île-de-France, il y avait à un instant T des hôpitaux qui avaient déprogrammé de manière majeure, des services de réanimation qui étaient dans le rouge avec 80-90% de malades Covid et une difficulté majeure à gérer des malades au sens large, alors que d'autres, à 10 km, pouvaient avoir des lits libres et 30% de malades Covid. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune régulation justement centralisée. Donc je pense qu'il ne faudrait pas retirer le rôle essentiel de structures de régulation administrative, entre guillemets, à partir du moment où on leur donne les moyens de travailler, où on accepte d'être régulé dans une situation de crise, ce qui n'est pas forcément évident. Donc je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas être toujours dans cette position d'opposition vis-à-vis des instances régulatrices. Je rejoins un tout petit peu Jean sur le fait qu'en tout cas, à l'échelle générale, c'est pas si mal passé que ça, et je pense qu'il faudrait plutôt qu'on tire des leçons pour essayer d'avancer pour la prochaine fois. Voilà. Et puis, dernier point, à l'échelle locale dans les établissements, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais nous, ce qu'on a vécu, c'est un démarrage extrêmement difficile, c'est une incompréhension totale en termes de gouvernance, que les directions allaient devoir travailler vraiment avec le terrain et avec les médecins pour que les décisions viennent, en tout cas, soient très participatives, on va dire comme ça, chose dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Mais à partir du moment où ils ont intégré ça, ça a pris quelques temps, ça a été un bras de fer un peu secoué, un peu difficile au début. Après, ça a été plutôt aussi très synergique. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vécu. Et effectivement, je n'ai pas eu l'impression, encore une fois, chacun parle de ce qu'il a vécu, que les directions n'avaient pas pris l'ampleur du problème. Dernière question, peut-être? Non, c'est un peu pour répondre. Je pense que c'est différent même en Île-de-France. Nous, la première vague, on a bossé avec les directions sans aucun problème. On était dans le bureau du directeur tous les jours, on demandait comment vous voulez vous organiser, qu'est-ce que vous avez besoin. On avait besoin de matériel parce qu'on n'avait pas de respirateur. On n'en avait pas assez. Par contre,
Après, on a été aidé par la province parce qu'effectivement, dans l'Ouest, vous avez été moins impacté et du coup, on a eu des gens qui sont venus nous aider. Après, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième vagues, on avait d'aide de personnes. L'administration a repris son rôle d'administratif. L'ARS qui avait mis en place un numéro de régule, c'est-à-dire quand on avait un malade intubé dans les étages, on les appelait, ça avait été long à mettre en place, mais nous plaçait les malades. Là, ça n'a jamais été remis en place. À la deuxième, troisième, quatrième vague, c'était fini. Donc, on s'est débrouillé tout seul. Résultat des courses aujourd'hui, on a dans l'hôpital où je travaille 85 lits fermés. En réa, la moitié du service fermé, on n'a plus d'infirmières, plus de docteurs. Donc, à un moment, il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que quand même, on s'est effectivement bien débrouillé en première vague et les équipes étaient finalement assez fières même de ce qu'elles avaient pu donner et de ce qu'elles avaient pu faire. Et puis, je ne parle pas de récompense, je parle juste de la reconnaissance du boulot fait depuis 2 ans. Pour nous, c'est bien. Merci beaucoup. On va remercier tous les orateurs pour cette table ronde. On doit conclure. On va manger juste à côté et on reprendra à 14h15. Donc on mange juste à côté et il y a pour ceux qui souhaitent des attestations de présence, il faut s'adresser à Christophe. Donc encore merci à tous les intervenants de la matière.